Il y a des hommes qui passent 26 ans à affronter des tempêtes en mer du Nord sans jamais perdre leur équilibre, et qui finissent par se noyer dans le sourire silencieux d'une femme. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire de tromperie ou de coup de foudre raté en Asie du Sud-Est. C'est le récit d'un capitaine breton de 54 ans. Un homme de quart, un homme de parole, un homme dont l'épaule gauche portait encore les cicatrices d'un câble de chalut rompu, et qui, un matin, a accepté de prendre sur lui un crime qu'il n'avait pas commis pour protéger la femme qu'il croyait aimer plus que sa propre vie. 3 années dans une prison thaïlandaise étouffante, puis le transfert vers une cellule grise du nord-ouest de la France. 3 années de silence, de chaleur moite, de visites qui s'espacent, de lettres qui se font plus rares, de promesses qui finissent par devenir des prétextes administratifs, médicaux, douaniers. 3 années à se répéter qu'il avait fait le bon choix. 3 années à porter sur ses épaules brisées le poids d'un mensonge dont il ignorait encore l'ampleur. Et puis, le jour même de sa libération, ce même homme est remonté dans un appareil pour le sud de la Thaïlande sans prévenir personne, à part son fils. Il voulait revoir sa femme, il voulait comprendre, il voulait savoir si tout ce pourquoi il avait sacrifié sa liberté, sa carrière, sa santé, sa dignité d'ancien capitaine valait encore quelque chose dans le monde des vivants. Ce qu'il a découvert devant la porte de sa propre villa, à Ao Nang, dans la lumière dorée de fin d'après-midi tropicale, allait être l'instant le plus brutal de toute sa vie. Plus brutal que la nuit où son chalutier avait failli sombrer au large des Hébrides, plus brutal que le jour où le câble s'était rompu en lui broyant l'articulation, plus brutal même que celui où il avait entendu le juge prononcer la peine qu'il s'était volontairement infligée. Ce témoignage m'est parvenu il y a quelques semaines, écrit à la main, sur 14 pages d'une écriture serrée et inclinée de marin, avec en bas la signature d'un homme qui s'appelle Laurent Beaupuy-Caradec, 60 ans aujourd'hui, installé à Brest, près de son fils, cardiaque, maigre, marqué, toujours vivant, toujours en train de demander pourquoi. Il m'a demandé de raconter son histoire à sa place. Parce qu'il dit que les mots ne lui viennent plus comme avant, mais que personne d'autre que lui ne pourra dire ce qu'il a ressenti en voyant un inconnu sortir torse nu de la maison qu'il avait payée, suivi d'Apigna, portant dans ses bras une petite fille de 2 ans, dont les traits n'étaient manifestement pas les siens. Voici son récit, mot pour mot, à la première personne, tel qu'il me l'a confié. Je m'appelle Laurent Beaupuy-Caradec. Et voici comment j'ai tout perdu en voulant protéger une femme qui me détruisait depuis le premier jour. Si les histoires que je raconte vous plaisent, pensez à appuyer sur le bouton abonnement. Votre soutien est essentiel à la croissance de cette chaîne et m'aide à consacrer du temps à ces vidéos malgré mon engagement à temps plein. Merci d'être ici. Avant de parler d'elle, avant de parler du sud thaïlandais, des mangroves, du parloir de Klong Prem ou de la lumière jaune sur la plage de Railay, le jour où tout s'est effondré une dernière fois, il faut que je parle de moi tel que j'étais avant. Parce que sans comprendre l'homme que j'étais, vous ne pourrez pas comprendre pourquoi cet homme a accepté ce qu'il a accepté. Je suis né à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, d'un père chaudronnier sur les chantiers navals et d'une mère qui tenait une petite mercerie rue Saint-Guillaume. Mon père est mort quand j'avais 11 ans, écrasé par une plaque de tôle mal arrimée. Ma mère ne s'en est jamais remise vraiment. Elle a élevé seule 3 enfants en cousant des ourlets pour les voisines. J'étais l'aîné. À 15 ans, j'ai arrêté l'école et je suis monté pour la première fois sur un casieur, un petit bateau de pêche côtière, qui partait au lever du jour ramasser des homards entre les écueils. Je n'avais jamais imaginé qu'on pouvait faire autre chose que la mer. C'était dans le sang, comme on dit en Bretagne, mais c'était pas une vocation, c'était une nécessité. Je suis passé du casieur au chalutier, du chalutier au turier, à la pêche au thon en Atlantique, puis j'ai obtenu mon brevet de capitaine. À 32 ans, je commandais mon premier navire. À 40, j'avais une équipe d'une 12aine d'hommes sous mes ordres, 2 campagnes de plusieurs semaines par an au large de l'Écosse et de l'Irlande, et une réputation solide sur le port de l'Orient. J'étais pas un homme bavard, j'étais pas un homme démonstratif, mais quand je donnais ma parole, elle valait quelque chose. Je m'étais marié à 26 ans avec Catherine, une enseignante de l'Orient que j'avais rencontrée un soir au Café du Port. Nous avons eu un fils, Yannick. Pendant longtemps, tout s'est bien passé. Catherine acceptait mes absences. Elle savait que j'étais marin avant d'être mari. Mais à force, l'éloignement creuse des fossés que personne ne voit venir. Quand je rentrais après 6 semaines en mer, Catherine avait pris d'autres habitudes, fréquenté d'autres gens, construit une vie où je n'occupais plus qu'une place de passage. Nous nous sommes séparés sans cri, comme on amarre un bateau avant de l'abandonner. Yannick avait dit à 7 ans, déjà presque un homme, déjà décidé à suivre la voie de son père. Catherine et moi avons divorcé sans déchirure, presque sans parole. Je suis resté dans notre petite maison de la rue de Kervarik, à Lorient, et elle est retournée vivre à Saint-Brieuc, près de sa propre mère.
Et puis il y a eu l'accident, un soir d'hiver en mer d'Iroise, un câble de chalut s'est rompu sous tension. La gerbe d'acier m'a frappé l'épaule gauche avec la force d'un cheval lancé au galop. J'ai entendu l'os céder avant même de sentir la douleur. On m'a rapatrié par hélicoptère. 3 opérations. 6 mois de rééducation. Et au bout du compte, une mobilité réduite, des élancements qui ne me lâchent plus dès que le temps tourne à l'humide, et l'impossibilité définitive de reprendre la mer comme avant. J'ai été mis à la retraite anticipée à 46 ans. Avec l'indemnité de l'accident, ma pension de capitaine et les économies que j'avais accumulées depuis mes premières paix à 6 ans, je me suis retrouvé à la tête d'un peu plus de 480 000 euros. Pour un homme comme moi, qui n'avait jamais dépensé plus que le nécessaire, c'était une somme considérable. Mais l'argent ne remplit pas le vide. Pendant les 8 années qui ont suivi, j'ai vécu seul dans la maison de la rue de Kervarik. Yannick avait pris la mer à son tour, il était second maître sur un tonnier industriel, je le voyais quelques jours par an entre 2 campagnes. Mes anciens camarades de bord avaient leur famille, leurs enfants devenus grands, leurs petits-enfants déjà. Moi je marchais le long du port le matin, je lisais des polars l'après-midi, et le soir je dînais seul devant un bulletin météo dont les cartes ne me concernaient plus. J'avais 53 ans quand un voisin, un ancien chef mécanicien qui avait pris sa retraite à Phuket, m'a dit, en riant qu'à mon âge il fallait que je vienne voir ce que c'était que la chaleur, la vraie. Pas la chaleur sèche de la Méditerranée. La chaleur lourde, parfumée, vivante du sud thaïlandais. Il m'a montré des photographies. Des falaises de calcaire jaillissant d'une eau turquoise, des marchés de nuit grouillants, des temples dorés, et surtout des sourires partout, des sourires d'inconnus. J'ai mis 6 mois à me décider. J'avais jamais pris l'appareil que pour des escales techniques. J'avais jamais quitté l'Europe en touriste. Mais à 54 ans, un matin de fin d'hiver, j'ai réservé un séjour de 3 semaines à Krabi. Je savais pas qu'en refermant la porte de la maison de Kervarik, ce jour-là, je refermais aussi la porte sur tout ce que j'avais été jusqu'alors. Le sud thaïlandais m'a saisi à la gorge dès la sortie de l'aérogare. La chaleur d'abord, qui collait à la peau comme une seconde couche. Les odeurs ensuite, un mélange de citronnelle, d'essence brûlée, de fleurs trop mûres et de poissons séchant au soleil. Les sons enfin, ces klaxons de cyclomoteurs qui ne s'arrêtaient jamais, ces vendeurs ambulants qui s'interpellaient en taillis, ces gongs lointains des temples qui ponctuaient l'après-midi. J'avais loué un petit bungalow à Onang, à quelques pas de la mer. Pour un homme qui avait passé sa vie à fendre les vagues, il y avait quelque chose de profondément apaisant à les regarder simplement venir mourir sur le sable. Je me levais avant le jour, par vieille habitude de marin, et je marchais jusqu'à la pointe rocheuse au bout de la plage, là où des pêcheurs locaux préparaient leurs filets sur de petites embarcations à longue queue. On se parlait pas, quelques signes de tête, un sourire, c'était suffisant. Le soir, je dînais dans de petits restaurants en bord de plage, les pieds dans le sable, devant une assiette de poissons grillés que je ne savais pas nommer. Je buvais une bière. Je regardais les couples passer. Je sentais pour la première fois depuis longtemps que mon cœur ne pesait plus dans ma poitrine comme une enclume. C'est au cours de cette première semaine, remontant la rue principale d'Aonang un soir, que j'ai aperçu un petit établissement légèrement à l'écart, pas un de ces bars bruyants pour touristes alcoolisés, une simple terrasse en bois, quelques tables, des lanternes en papier et une musique douce en thaï qui sortait par les fenêtres ouvertes. Au comptoir, une femme, grande pour une Thaïlandaise, le port très droit, les cheveux noirs ramenés en chignon bas. Elle servait une bouteille d'eau gazeuse à un client âgé avec une lenteur calme, presque cérémonieuse, qui m'a frappé. Je suis entré sans réfléchir. Je me suis assis à une table contre le mur. Elle est venue prendre ma commande. Elle parlait un français hésitant, mais étonnamment précis. Je lui ai demandé comment elle avait appris la langue. Elle m'a répondu qu'elle avait travaillé dans un hôtel à Phuket pendant 6 ans, fréquenté beaucoup de clients français, et qu'elle aimait le son de la langue. Elle a souri pour la première fois. C'était un sourire mesuré, ni trop large, ni trop bref, le sourire de quelqu'un qui sait exactement combien il faut donner. Elle s'appelait Apigna. Tout le monde l'appelait Ploy, ce qui veut dire bijou en thaï. Elle avait 29 ans. Elle gérait ce petit bar de plage depuis quelques mois pour le compte d'un propriétaire qui vivait à Bangkok. Elle n'avait pas d'enfant, pas de mari, pas de fiancé, et un sourire qui pesait moins lourd que ses silences. Je suis revenu le lendemain soir. Et le surlendemain, au bout de la première semaine, nous parlions ensemble pendant les heures creuses, vers la fin de soirée, quand les clients étaient repartis et qu'elle pouvait s'asseoir à ma table avec un verre d'eau. Elle m'écoutait raconter l'Orient, le port, les campagnes en Atlantique, l'accident. Elle hochait la tête sans interrompre. Quand elle parlait à son tour, c'était toujours par phrases courtes, posées,
comme si chaque mot lui coûtait quelque chose et qu'elle ne voulait pas en gaspiller. À la fin de mon séjour, je lui ai demandé son numéro, elle me l'a donné, je lui ai dit que je reviendrai. Elle m'a répondu qu'elle ne pleurait jamais aux promesses des hommes de passage, mais qu'elle aimerait que celles-ci soient tenues. Je suis rentré à Lorient et je n'ai pensé qu'à elle pendant les 3 mois suivants. Nous échangions des messages presque chaque jour. Elle ne demandait rien. Elle envoyait parfois une photographie d'un coucher de soleil ou d'une assiette de fruits. Elle me racontait sa journée par petites touches. Elle voulait savoir comment était Lorient sous la pluie, si la mer était grise ou bleue, si les gens souriaient dans la rue. Je suis reparti à Krabi 4 mois plus tard. Cette fois pour 5 semaines. Et cette fois, Apigna m'attendait à la sortie de l'aérogare, dans une robe simple en coton bleu pâle, avec un collier de jasmin qu'elle a passé autour de mon cou en s'inclinant légèrement. C'est ce soir-là, en marchant sur la plage d'Aonang, sous une lune presque pleine, que j'ai compris que j'allais pas repartir comme la première fois. Pas vraiment. La relation s'est construite lentement. Et c'est précisément cette lenteur qui m'a convaincu. Apigna ne se précipitait pas. Elle ne me parlait pas mariage, elle ne me parlait pas d'argent. Elle continuait à gérer son petit bar, à se lever tôt pour faire les courses au marché, à fermer tard le soir. Quand je lui proposais de l'inviter dans un restaurant plus chic, elle refusait poliment. Elle préférait cuisiner pour moi, dans le petit appartement qu'elle louait à l'arrière du bar, 2 pièces propres et nues, avec un hôtel bouddhiste minuscule dans un coin et un ventilateur au plafond qui tournait jour et nuit. J'ai fini par prolonger mon séjour. Puis, par revenir à Krabi tous les 3 mois. Au bout d'1 an, j'ai parlé à mon fils. Je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un. Yannick m'a écouté en silence au téléphone, puis il m'a posé 2 questions seulement. Est-ce qu'elle me demandait de l'argent? Non. Est-ce qu'elle voulait que je m'installe là-bas? Pas pour l'instant. Yannick m'a dit alors une phrase qui me revient aujourd'hui comme une lame de fond. Il m'a dit Papa, fais attention quand même. Les femmes qui ne demandent jamais rien, parfois ce sont celles qui veulent le plus. Je lui ai répondu en riant que mon fils était devenu plus méfiant que son vieux père, que la mer m'avait endurci à toutes les tempêtes sauf à celle du soupçon, et que de toute façon, à mon âge, il était trop tard pour me méfier d'un sourire. Au bout de 14 mois de relation, Apigna a accepté ma demande en mariage. Elle l'a accepté sans pleurer, sans s'évanouir, sans appeler aussitôt toute sa famille au téléphone. Elle m'a simplement regardé longuement, posé une main sur la mienne et dit en français très doucement « D'accord Laurent, je serai ta femme. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas une femme facile, je suis silencieuse, je serai parfois loin de toi même quand je serai à côté. Tu m'aimes quand même ?» Je lui ai répondu que oui, que c'était précisément cela que j'aimais en elle. Sa réserve, sa profondeur, cette manière qu'elle avait de ne jamais s'épancher. Aujourd'hui, en repensant à cette phrase, je l'entends différemment. Elle me prévenait clairement, calmement, que je n'aurais jamais accès à son cœur véritable. Et moi, vieux marin sentimental, j'ai pris cet avertissement pour une promesse. Nous nous sommes mariés dans son village natal, à Nakhon Sitamarat, dans la province voisine, lors d'une cérémonie bouddhiste traditionnelle de 2 jours. Ses parents étaient des gens simples, accueillants, qui m'ont reçu avec une politesse impeccable, mais sans excès de chaleur. Son père tenait une petite épicerie au bord de la route. Sa mère cousait des vêtements pour les voisines. Elle avait 2 frères, plus âgés, que je n'ai vus que brièvement, 2 hommes au regard fermé, qui parlaient peu, et qui m'ont serré la main sans réellement me regarder dans les yeux. À l'époque, j'ai mis cela sur le compte de la timidité ou de la barrière de langue. Aujourd'hui, je crois plutôt qu'ils savaient. Quelques mois après le mariage, nous avons cherché ensemble une maison à Onang, nous en avons visité une dizaine. Apigna en a choisi une avec une lenteur de stratège, une villa à 1 étage, à quelques minutes en cyclomoteur de la plage, avec un petit jardin clos, un mur de pierre, 2 palmiers et une terrasse d'où on apercevait la mer entre les toits voisins. Elle valait l'équivalent de 180 000 €. Au moment de signer chez le notaire, on m'a expliqué que la législation thaïlandaise ne permettait pas à un étranger d'être propriétaire foncier en son nom propre, que la solution la plus simple et la plus courante était de mettre le bien au nom de mon épouse thaïlandaise. Apigna m'a regardé sans dire un mot. C'est moi qui ai dit oui. C'est moi qui ai signé. C'est moi qui ai payé la totalité du prix en virement direct depuis mon compte de Lorient vers le compte de ma femme à Krabi. Le jour où nous avons emménagé, je me souviens d'avoir posé mes 2 valises dans l'entrée, regardé la lumière du soir tomber sur les carreaux blancs du sol et penser que c'était la première fois depuis l'accident que je me sentais vraiment chez moi quelque part. Les premières années dans la villa d'Aonang ont été en apparence les plus heureuses de ma vie. Je dis bien en apparence. Parce que je sais aujourd'hui que ce que je prenais pour du bonheur n'était que la mise en scène, patiente, méthodique, d'une femme qui calculait à chaque seconde le rendement de son investissement émotionnel. Mais à l'époque, je voyais que la surface. Et la surface était belle. Je me levais à 6 heures du matin, comme toujours. Je préparais le café à la française, fort et noir, dans une vieille cafetière italienne que j'avais apportée de Lorient. Apigna dormait encore. Elle se levait vers 8 heures.
m'embrassait sur la joue, partait au marché en cyclomoteur et revenait avec des paniers en osier remplis de fruits, de légumes verts, de riz parfumé. Elle cuisinait pour nous deux. Toujours des plats simples, équilibrés, du poulet sauté au basilic, du poisson cuit dans la feuille de bananier, de la soupe claire au tamarin. L'après-midi, je sortais en pirogue à moteur avec un vieux pêcheur du quartier, Sompong, un homme à peu près de mon âge qui parlait pas un mot de français, mais avec qui je partageais quelque chose de plus profond que les mots, la mer. Nous pêchions à la ligne pendant 3 ou 4 heures, sans rien nous dire, et nous rentrions avec quelques poissons que je portais à Apigna. Le soir, nous dînions sur la terrasse. Elle me parlait de sa journée. Elle me posait des questions sur la France, sur la Bretagne, sur les hivers de mon enfance. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne demandait jamais d'argent, au-delà des dépenses ordinaires du ménage, dont elle me présentait d'ailleurs scrupuleusement les comptes une fois par mois, dans un petit carnet bleu qu'elle tenait à jour à la main. J'aurais dû me méfier de ce carnet, j'aurais dû comprendre qu'une femme qui te montre des comptes propres est une femme qui en cache d'autres ailleurs. Mais je ne voyais que la rigueur, la discrétion, le sérieux. Je me félicitais d'avoir épousé une femme honorable. C'est au cours du 2e été que Cheyenne est entrée dans nos vies. Ou plutôt, c'est à ce moment-là qu'Apigna a accepté qu'il y entre officiellement. Cheyenne était présenté comme un ami d'enfance d'Apigna, originaire lui aussi du sud thaïlandais, conducteur de pirogue à longue queue pour les touristes, 36 ans, grand pour un Thaïlandais, le corps sec et tendu d'un homme qui passe ses journées sous le soleil. Il avait des tatouages sacrés bouddhistes sur les épaules et le dos, ces motifs khmers anciens que portent souvent les hommes de la région. Il riait beaucoup, parlait fort et m'a paru d'emblée sympathique. Apigna m'a expliqué qu'il connaissait sa famille depuis qu'elle avait 12 ans, qu'ils avaient grandi dans des villages voisins, qu'il était comme un frère pour elle. Elle insistait sur ce mot. Comme un frère, Laurent. Elle me l'a répété tellement de fois en quelques mois qu'aujourd'hui, je comprends que c'était précisément ce qu'il fallait pas que je croie. Cheyenne venait à la villa 1 ou 2 fois par semaine. Il aidait pour les petits travaux. Il réparait la pompe à eau. Il taillait les arbustes. Il escortait Apigna au marché central de Krabyville quand elle devait acheter des choses lourdes. Il restait parfois dîner avec nous. Apigna traduisait nos rares conversations. Cheyenne plaisantait, levait son verre d'eau, me donnait des grandes claques amicales sur l'épaule droite, jamais la gauche. Il faisait toujours attention à mon épaule blessée, ce qui m'attendrissait. Avec le recul, je me rends compte que rien dans son comportement n'était laissé au hasard. Cette attention pour mon épaule, cette manière de me donner du capitaine, quand il s'adressait à moi par l'intermédiaire d'Apigna, cette façon de toujours me servir le premier au moment du repas, tout cela construisait dans mon esprit l'image d'un homme respectueux, honnête, dévoué. Tout cela me préparait à ne jamais le soupçonner. Pendant tout ce temps, Apigna et Cheyenne se voyaient en secret. Ils s'étaient aimés à l'adolescence, ils s'étaient jamais réellement séparés, et leur projet commun depuis le début était celui d'une vie ensemble, financée par un étranger fortuné. Tout ce qui m'arrivait n'était que la lente exécution de ce projet. Je l'ignorais. Comment pouvais-je le savoir? Je dormais à côté d'une femme qui se levait certaines nuits pour répondre à des messages qu'elle disait être de sa mère malade. Je passais des après-midi à pêcher pendant qu'elle disait aller chez sa cousine. Je rentrais à la villa où parfois flottait une odeur d'homme qui n'était pas la mienne, et je mettais cela sur le compte du jardinier qui avait travaillé là le matin. La barrière de la langue, surtout, m'enfermait. Je parlais pas thaï. Je n'avais aucun moyen de comprendre ce qui se disait au téléphone, à la porte, dans les marchés. Apigna traduisait tout pour moi, et je n'avais d'autre choix que de la croire. C'est elle qui décidait de ce que j'entendais du monde qui m'entourait. Vers la fin de la 3e année, j'ai commencé à percevoir quelques signaux faibles. Apigna s'absentait plus souvent. Elle invoquait toujours des raisons familiales. Un oncle malade, une cousine qui accouchait, sa mère qui demandait sa présence, Anna Consitamara. Chayan, lui, devenait plus tendu. Il riait moins. Il avait perdu du poids. Il avait sur le visage cette pâleur qu'ont les hommes qui dorment mal depuis longtemps. Un soir, à table, il a haussé la voix, entailli contre Apigna pour la première fois devant moi. Elle a baissé les yeux. Quand je lui ai demandé en français ce qui s'était passé, elle m'a répondu qu'il avait des soucis d'argent avec un cousin qui lui devait de l'argent et qu'elle lui avait dit de se calmer. J'ai cru cette explication. J'ai pas insisté. Ce que je ne savais pas, c'est que Cheyenne devait alors une somme considérable à un homme nommé Niran Suksawat, un petit propriétaire foncier de la région qui avait financé une cargaison ayant mal tourné. L'équivalent d'environ 35 000 €. Niran réclamait son dû depuis des mois. Il menaçait Cheyenne de le dénoncer aux autorités s'il ne payait pas avant la fin de la mousson. Cheyenne n'avait pas l'argent. Apigna non plus. Et elle ne pouvait pas me demander directement une telle somme sans éveiller mes soupçons après tant d'années de discrétion calculée.
C'est à ce moment-là, je crois aujourd'hui, qu'ils ont décidé de passer à l'acte, pas seulement pour faire disparaître Niran, mais pour faire d'une seule pierre deux coups, régler la dette par le silence définitif et me faire endosser le poids du crime afin que la villa, les économies restantes et leur liberté à eux deux soient assurées pour toujours. Pendant les semaines qui ont précédé le crime, Apigna a multiplié les occasions de me faire sortir en mer avec Cheyenne. Officiellement, pour que je m'aère, que je profite de ma retraite, que je redécouvre la pêche en pirogue. En réalité, pour que des dizaines de témoins voient à Aonan et à Krabieville un capitaine français et un conducteur thaïlandais traîner ensemble régulièrement comme deux compagnons. Pour que, le jour venu, personne ne s'étonne d'apprendre que j'aurais pu accompagner Cheyenne dans une expédition nocturne. Je n'ai rien vu, je n'ai rien soupçonné. J'étais un homme heureux de retrouver une forme de routine maritime avec un compagnon plus jeune. J'ai cru à un cadeau de la vie. C'était un piège. La nuit du crime, je dormais dans la villa. Apigna m'avait préparé un dîner copieux et m'avait servi un verre d'alcool de riz qu'elle ne me servait habituellement pas. Je me suis endormi vers 22 heures, plus lourdement que d'habitude. Je ne me suis pas réveillé avant 6 heures du matin. Elle dormait à côté de moi, paisible, sa respiration régulière. Pendant ce temps, Cheyenne avait attiré Niran dans la mangrove, située à environ 40 minutes au nord d'Aonang, sous prétexte d'un règlement financier en espèces. Niran y est venu seul, sur son propre cyclomoteur, certain de récupérer enfin sa créance. Cheyenne l'a tué par strangulation, à main nue, dans la boue salée de la mangrove, sous les racines aériennes des palétuviers. Apigna l'a rejoint après, en pleine nuit. Ils ont lesté le corps avec 2 blocs de béton volés sur un chantier voisin. Ils l'ont enfoncé dans la vase à un endroit où la marée et les courants devaient finir par le recouvrir. Avant cela, ils avaient soigneusement disposé sur la scène un couteau de pêche qu'Apigna avait pris dans mon atelier sans que je le remarque, des fibres textiles prélevées sur une vieille chemise à moi et une casquette de capitaine que je portais souvent. Tout cela laissé près des traces du corps, à peine dissimulé pour que la police le trouve. Le corps a été découvert 2 semaines plus tard par un ramasseur de coquillages, partiellement décomposé mais identifiable. L'enquête a été menée par le colonel Anouat Phongthep, un homme expérimenté mais pressé, qui a vu très vite ce qu'on voulait qu'il voie. Les objets compromettants, les témoins qui m'avaient aperçu en mer avec Cheyenne et surtout les déclarations d'Apigna elle-même jouant les épouses inquiètes. Un matin, alors que je préparais le café, 2 véhicules de police se sont arrêtés devant la villa. 6 hommes en uniforme sont entrés. Le colonel Anouat m'a demandé en anglais approximatif si j'étais bien Laurent Beaupuy-Caradec. Je lui ai répondu que oui. Il m'a passé les menottes lui-même, calmement, en m'expliquant que j'étais soupçonné du meurtre d'un certain Niran Suksawat, individu que je n'avais jamais rencontré de ma vie. Apigna s'est mise à pleurer. Elle s'est jetée à mes pieds. Elle a crié en taille quelque chose que je n'ai pas compris. Les policiers l'ont écartée doucement. Je l'ai regardée par-dessus mon épaule en sortant, et j'ai pensé, mon Dieu, comment je vais la protéger? C'est cette pensée qui allait me coûter 3 années de ma vie. J'ai été placé en détention provisoire, dans une cellule du commissariat central de Krabi, puis transféré au bout de 8 jours vers la prison provinciale en attendant mon procès. La chaleur dans cette cellule était indescriptible. 35 degrés en permanence. Une humidité qui collait les vêtements à la peau. Un seau dans un coin en guise de toilette. 6 autres détenus thaïlandais avec moi, dont aucun ne parlait un mot de français ni d'anglais. Pendant les 3 premières semaines, j'ai clamé mon innocence à tous ceux qui voulaient bien m'écouter. À l'avocat commis d'office, maître Surapong Lertkit, un jeune homme fatigué qui ne croyait visiblement pas un mot de ce que je disais. Au consul de France, venu me voir une fois, qui m'a expliqué que les autorités françaises ne pouvaient pas se mêler du déroulement d'une procédure judiciaire thaïlandaise, mais que si je voulais, ils pouvaient me trouver un avocat privé à mes frais. J'ai dit oui, maître Lertkit est resté quand même au dossier, en parallèle, j'avais pas le choix. Et puis Apigna est venue me voir au parloir. Elle est entrée dans la petite salle des visites, accompagnée d'un gardien. Elle portait une robe noire, toute simple. Elle avait les yeux rouges, gonflés, le visage défait. Elle s'est assise en face de moi, séparée par une grille épaisse. Elle a posé ses 2 mains à plat sur la table. Et là, d'une voix qui tremblait à peine, elle m'a dit cette phrase qui allait sceller mon sort. « Laurent, c'est moi qui ai tué Niran. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai dû m'agripper au bord de la chaise. » Elle a continué en français, à voix très basse, pour que le gardien ne comprenne pas, il ne parlait de toute façon pas français. Niran me faisait chanter depuis des mois. Il avait des photos de moi, des photos prises à Phuket avant notre rencontre, des photos qui auraient détruit notre couple. Il voulait de l'argent, beaucoup. J'ai voulu négocier avec lui dans la mangrove. Il m'a agressé. Je me suis défendu. Je l'ai tué sans le vouloir. J'ai paniqué.
J'ai demandé à Cheyenne de m'aider à cacher le corps. Et puis quand la police a commencé à enquêter, j'ai eu peur. J'ai laissé des affaires à toi sur place parce que je savais que toi tu serais protégé par ta nationalité, par ton ambassade, par tes avocats. Moi je serais condamnée à 25 ans dans une prison thaïlandaise. Je n'en sortirai jamais vivante. Laurent, je t'en supplie, sauve-moi. Elle pleurait à présent en silence. Les larmes coulaient sur ses joues sans qu'elle les essuie. Elle avait la voix d'une femme qui a déjà perdu, qui ne réclame plus rien, qui implore seulement. J'ai dit que j'allais réfléchir. Le gardien est venu la chercher 10 minutes plus tard. Je suis resté assis sur cette chaise pendant longtemps après son départ. Je revoyais son village, je revoyais sa mère qui m'avait offert un thé en s'inclinant. Je me disais qu'une femme thaïlandaise condamnée à 25 ans dans une prison locale, c'était la mort lente, la maladie, le viol, le déshonneur sur toute sa famille. Tandis que moi, étranger, capitaine breton, je serais traité différemment, mon ambassade veillerait, je purgerais, peut être quelques années, je négocierais un transfert vers la France, je m'en sortirais, et puis il y avait autre chose, plus profond, plus sombre, que je n'arrive à formuler vraiment qu'aujourd'hui. J'avais besoin d'être un héros pour cette femme. J'avais besoin de me prouver, à 54 ans, après des années de solitude et un divorce sans relief, que j'étais encore capable de quelque chose de grand. Pas grand au sens noble, grand au sens marin, tenir parole, prendre la tempête sur soi pour épargner l'équipage, ne pas plier. J'ai dit oui à Apinha à sa deuxième visite. Je lui ai dit que je prendrais le crime sur moi, que j'inventerais une dispute avec Nira. Une histoire de territoire de pêche, une légitime défense maladroite, que je plaiderais coupable pour réduire la peine, et qu'elle, en échange, devrait m'attendre. Vivre dans la villa, garder le foyer, venir me voir aussi souvent que possible. Elle a accepté en sanglotant. Elle a juré sur la tête de sa mère. Maître Lertkit, à qui j'ai annoncé ma décision de plaider coupable, n'a pas cherché à me dissuader. Au contraire, il m'a paru soulagé. Il a dit que c'était la voie la plus rapide, la plus économique, pour tout le monde, et qu'avec des aveux complets et une reconnaissance des regrets, je pouvais espérer une réduction substantielle. Le procès a eu lieu quelques mois plus tard. Il a duré 2 journées. J'ai parlé peu. J'ai donné ma version inventée. J'ai pleuré au moment où il fallait pleurer. Le juge m'a condamné à 22 ans de réclusion, ramené à 8 ans en raison de mes aveux et de l'absence d'antécédents. Apinha était présente dans la salle. Elle a pleuré en silence quand on m'a emmené. Elle m'a soufflé à travers la grille du fourgon, dans un français à peine audible, « Je t'attendrai, Laurent. Je t'attendrai toujours. » J'ai cru à cette promesse comme un homme qui se noie croit à la branche qu'on lui tend. La prison de Klong Prem, dans la banlieue nord de Bangkok, est l'un des plus grands centres pénitentiaires d'Asie du Sud-Est. On y entasse plusieurs milliers d'hommes dans des bâtiments construits pour en accueillir moitié moins. Les cellules sont des dortoirs collectifs où les détenus dorment à même le sol, sur des nattes de jonc, parfois à plus de 30 par pièce. La chaleur tropicale, multipliée par la promiscuité des corps, transforme chaque nuit en une épreuve d'endurance physique. L'air sent la sueur, la vapeur d'urine et un parfum acide de riz fermenté qui imprègne tout, des murs aux vêtements. J'avais 55 ans en arrivant. Je n'étais ni le plus vieux ni le plus jeune, mais j'étais le seul occidental dans mon dortoir pendant les premiers mois. Les autres détenus me regardaient avec curiosité, sans hostilité particulière. Quelques-uns parlaient quelques mots d'anglais, juste assez pour que nous puissions nous comprendre. Je disais rien de mon histoire. Je disais simplement que j'étais marin breton, condamné pour une affaire qu'il n'avait pas besoin de comprendre. Mon âge et mon silence m'ont valu un respect mesuré. Apinha est venue me voir tous les mois pendant la première moitié de l'année. Elle prenait le quart de nuit depuis Krabi, faisait 12 heures de route, arrivait épuisée mais maquillée, dans des vêtements propres, et passait avec moi les 45 minutes réglementaires de visite. Elle m'apportait des photographies de la villa, du jardin qu'elle entretenait, des poissons rouges qu'elle avait achetés pour le petit bassin. Elle me parlait de Sompong, le pêcheur, qui passait parfois pour prendre des nouvelles. Elle me parlait du marché. Elle me parlait du temps. Elle ne me parlait jamais de Cheyenne et je ne posais jamais de questions. Ces visites me maintenaient en vie. Je les attendais comme on attend la marée. Pendant les 29 jours d'intervalle, je vivais en apnée. Le 30e, je me lavais avec un soin particulier, je peignais mes cheveux gris en arrière, je me redressais devant le miroir minuscule de notre dortoir et je sortais vers le parloir, le cœur battant comme un jeune homme à son premier rendez-vous. Puis, vers le 7e mois, les choses ont commencé à changer. D'abord, les visites se sont espacées. Apinha a invoqué un problème administratif avec son livret de famille thaïlandais qui devait être refait. Puis une grippe.
Puis le décès d'un oncle éloigné à Suratani. Chaque fois, elle écrivait. Chaque fois, les lettres étaient tendres. Chaque fois, elle promettait que la visite suivante aurait lieu sans faute. Ensuite, le ton des lettres a légèrement changé. Plus court, plus pratique, moins de détails sur la villa, plus de questions sur mes papiers de transfert vers une prison française, sur les délais administratifs, sur ce que mon avocat disait à ce sujet. Elle semblait pressée que je quitte Klong Prem. À l'époque, je voyais cela comme de la sollicitude. Elle voulait que je sois mieux traité. Aujourd'hui, je crois plutôt qu'elle voulait que je m'éloigne définitivement, qu'on me déplace à l'autre bout du monde, qu'elle puisse enfin respirer. Au bout d'environ 1 an et demi de détention à Klong Prem, ma demande de transfert vers la France, déposée au titre de la convention bilatérale entre nos deux pays, a été acceptée. J'allais terminer ma peine au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Je m'en suis réjoui sans réserve. Je pensais que ce serait plus facile pour Apigna de venir me voir en France, qu'elle pourrait demander un visa de longue durée, qu'elle pourrait même venir s'installer près de Rennes le temps que je purge le reste de ma peine. Elle m'a juré qu'elle viendrait. Elle m'a même envoyé la photocopie d'un dossier de demande de visa qu'elle disait avoir déposé à l'ambassade de France à Bangkok. Cette photocopie, je l'ai regardée des centaines de fois pendant les mois qui ont suivi. Je m'accrochais à elle comme à une preuve, la preuve que ma femme allait venir. Elle n'est jamais venue. Le transfert vers Rennes a été pour moi un choc d'une autre nature. Le froid d'abord. Mon corps avait oublié le froid. J'ai mis plusieurs semaines à supporter à nouveau les températures d'un hiver français. Les murs gris, la lumière artificielle, le silence ordonné des couloirs, si différent du vacarme permanent de Klong Prem. Je dormais seul dans ma cellule, sur un vrai matelas, avec une fenêtre étroite qui donnait sur une cour bétonnée. Tout était plus propre, plus rationnel, plus humain, et pourtant je m'y sentais infiniment plus seul. C'est à Rennes que j'ai rencontré Bertrand Calvignac, un ancien hôtelier de Phuket, condamné à 6 ans pour escroquerie aux investisseurs européens, 65 ans environ, petit, sec, le regard vif. Il avait passé 25 ans de sa vie en Thaïlande avant son arrestation. Il parlait thaï couramment. Et surtout, il connaissait à fond le milieu des Français de Phuket et de Krabi. Bertrand et moi sommes devenus, à défaut d'amis, des compagnons de promenade. Nous marchions ensemble dans la cour, tous les jours, pendant l'heure de récréation. Je lui parlais peu de mon affaire au début, mais petit à petit, par bribes, je lui ai raconté l'essentiel. Mon mariage avec Apigna, la villa, le crime dont je m'étais accusé pour la protéger, les visites qui s'espaçaient. Bertrand m'écoutait sans m'interrompre. À la fin de mon récit, un après-midi de printemps, il a fait quelques pas en silence, puis s'est arrêté devant moi et m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. « Laurent, je vais te dire quelque chose qui va te faire mal, mais tu dois l'entendre. Quand j'étais à Klong Prem, dans la même aile que toi, j'ai entendu un gardien thaïlandais parler à un autre, en thaï, à propos d'un détenu français qu'ils appelaient le capitaine. L'un d'eux a dit, en riant, « Celui-là, sa blonde a son vrai mec à Krabi. C'est un conducteur de pirogue. Tout le village est au courant. » Je ne savais pas que c'était toi. Je ne pouvais pas savoir. Mais maintenant que tu me racontes ton histoire, je suis obligé de te le dire. Je suis désolé. Je n'ai rien répondu. Je suis retourné dans ma cellule. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai pas dormi non plus la nuit suivante. Pendant des semaines, j'ai refusé d'y croire. Je me suis convaincu que Bertrand avait mal compris, qu'il confondait, qu'il s'agissait d'une autre femme, d'un autre capitaine. Je me suis raccroché à chaque lettre d'Apigna comme à une bouée. Mais désormais, en relisant ces mots, je voyais autre chose. Je voyais la sécheresse, les répétitions, l'absence de chaleur. Je voyais qu'elle ne me parlait plus jamais de l'avenir. C'est à ce moment-là, sans que je le sache encore, que Yannick avait déjà commencé sa propre enquête. Mon fils n'avait jamais cru à ma culpabilité. Pas une seconde. Il m'avait dit le jour de ma condamnation, par téléphone depuis Brest, d'une voix maîtrisée mais ferme, « Papa, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé là, bas, mais je sais que t'as pas tué cet homme. » Et je trouverai, pendant que je purgeais ma peine à Klong Prem, puis à Rennes, Yannick a économisé sou par sou pour engager un détective privé sur place à Krabi. Un Français installé là-bas depuis 20 ans, marié à une Thaïlandaise honnête, qui avait conservé d'excellents contacts dans la police locale et dans le tissu commercial de la province. Cet homme, dont je ne dirai pas le nom par respect pour sa discrétion, a observé Apigna pendant plusieurs semaines. Il l'a photographié. Il a photographié Cheyenne. Il les a suivis ensemble jusque sur le parking d'un hôpital où Apigna entrait pour des consultations prénatales. Il a obtenu, par un employé municipal complaisant, une copie de l'inscription officielle de la naissance d'une petite fille déclarée comme étant l'enfant d'Apigna Tassané Beaupuy, l'enfant que tout le village savait être la fille de Cheyenne,
From Chart. Yannick a reçu ces photographies environ 2 ans après ma condamnation. Il a hésité à me les montrer. Il craignait que je m'effondre. Il a préféré d'abord poursuivre seul l'investigation et contacter à Paris une avocate spécialisée en droit pénal international, Maître Hélène Vaugrenard, dont une amie de Catherine, mon ex-femme, lui avait donné les coordonnées. Maître Vaugrenard a accepté le dossier au tarif réduit, par sensibilité à l'histoire. Elle a obtenu, via le réseau diplomatique français, une copie complète du dossier d'instruction thaïlandais. Et c'est en relisant ce dossier ligne par ligne qu'elle a découvert ce que personne n'avait jugé bon de vérifier. L'angle de la strangulation, la force exercée sur le cou de Niran, les traces digitales relevées sur la peau du défunt, tout cela était parfaitement incompatible avec un homme de 54 ans à la mobilité de l'épaule gauche réduite par un accident de chalut. Le rapport médical de mon accident, joint au dossier par mon avocat français comme circonstance atténuante, n'avait pas été croisé avec les éléments techniques du crime. Personne n'avait fait ce travail. Maître Vaugrenard a déposé une demande de révision de mon procès. La procédure prenait du temps. Beaucoup de temps. Pendant ce temps, j'achevais ma peine à Rennes, ignorant encore ce qui m'attendait. Un samedi de fin d'hiver, alors qu'il me restait 3 mois à purger, Yannick est venu me voir au parloir avec une enveloppe brune. Il l'a posée sur la table entre nous. Il m'a regardé en silence pendant un long moment, puis il m'a dit d'une voix qui se voulait calme, « Papa, je dois te montrer quelque chose. Et je dois te le montrer maintenant, parce que tu sortiras bientôt et je ne veux pas que tu te retrouves là, bas, sans savoir. » Il a ouvert l'enveloppe. Il a sorti une dizaine de photographies. Aphinya marchant main dans la main avec Cheyenne sur la plage d'Ao Nang. Aphinya enceinte. Aphinya à la sortie d'une clinique, portant un nouveau-né dans ses bras. Cheyenne à côté d'elle, posant la main sur l'épaule de la femme dont je portais encore officiellement le nom de famille en prison. J'ai regardé ces photographies pendant je sais plus combien de temps. J'ai pas pleuré. Je crois que quelque chose en moi s'était éteint avant même que les larmes puissent monter. J'ai relevé la tête vers mon fils. Et j'ai dit simplement « Merci Yannick, merci d'avoir cherché ». Il a tendu sa main à travers la table et il a pris la mienne. Pour la première fois depuis qu'il était enfant, le jour de ma libération est arrivé un matin gris de fin d'hiver. Maître Vaugrenard m'attendait à la sortie. Elle m'a expliqué que la procédure de révision suivait son cours, que la diplomatie française commençait à exercer une pression discrète sur les autorités thaïlandaises et qu'elle estimait que ma réhabilitation officielle interviendrait dans les 12 à 8 mois. Elle m'a déconseillé de retourner en Thaïlande avant cette réhabilitation. Elle craignait pour ma sécurité. Elle craignait surtout que je commette une bêtise irréparable. Je l'ai remercié. Je suis monté dans le véhicule de Yannick. Nous avons roulé jusqu'à Brest sans presque parler. Yannick avait préparé pour moi une chambre dans son appartement, près du port militaire. J'y ai dormi 4 nuits. Le 5e matin, j'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. J'ai pris un car pour Paris, puis un appareil pour Bangkok, et de Bangkok un vol intérieur pour Krabi. Yannick a compris ce que je faisais en lisant le mot. Il ne m'a pas appelé pour me dissuader. Il m'a envoyé un seul message en arrivant à l'aérogare. « Rentre vivant, papa, c'est tout ce que je te demande. » L'aérogare de Krabi sentait la même chose que la première fois. La citronnelle, l'essence brûlée, les fleurs lourdes. La chaleur m'a giflé en sortant et pendant un instant j'ai cru que toutes ces années n'avaient pas existé, que j'allais retrouver Aphinya en robe bleue avec un collier de jasmin entre les mains. J'ai loué un cyclomoteur à la sortie de l'aérogare. J'ai conduit lentement jusqu'à Ao Nang. Tout avait changé et rien n'avait changé. Quelques hôtels neufs, le même bar à smoothie au bord de la route, le même panneau bleu défraîchi à l'entrée du quartier résidentiel. Et puis la villa. Notre villa. Elle était plus belle que dans mon souvenir, mieux entretenue. Le jardin était luxuriant. Les bougainvilliers avaient envahi le mur d'enceinte. Une voiture blanche neuve était garée devant le portail. Une voiture que je n'avais jamais vue. J'ai posé le cyclomoteur contre le mur d'en face. Je me suis approché. Le portail était entrouvert. J'ai poussé. J'ai fait quelques pas dans l'allée. Et c'est là que la porte de la villa s'est ouverte. Cheyenne est sorti le premier, torse nu, une serviette de bain blanche autour du cou, comme s'il sortait de la piscine que je leur avais payée. Il a aperçu une silhouette dans l'allée et il a froncé les sourcils, sans me reconnaître immédiatement à cause du contre-jour. Aphinya est apparue derrière lui, elle portait dans ses bras une petite fille qui avait pu être 2 ans. La petite fille tenait à la main une figurine en plastique de couleur rose. Elle riait, elle avait les yeux légèrement bridés, le nez courrait droit, la peau dorée, elle avait clairement les traits de son père, ce père qui n'était pas moi. Quand Aphinya m'a reconnu, je m'attendais à voir sur son visage de la peur, de la stupéfaction, de la honte,
Je n'ai rien vu de tout cela. J'ai vu une lassitude froide. L'expression de quelqu'un qui voit revenir un problème qu'elle pensait définitivement réglé. Elle a dit quelques mots entaillés à Cheyenne, à voix très basse. Il s'est tourné, m'a regardé et a fait un pas vers moi en bombant légèrement le torse, comme un animal qui marque son territoire. Apigna l'a retenu d'une main posée sur son avant-bras tatoué. Puis elle s'est avancée à son tour, l'enfant toujours dans ses bras, et elle m'a dit en français posément, sans la moindre trace d'émotion dans la voix, « Tu es libre, Laurent. La villa est à mon nom. Va-t'en. » J'ai rien répondu. Je suis resté planté là, à les regarder tous les trois. 3 ans de prison, 2 corps tropicaux adminus dans l'embrasure de ma porte, une enfant innocente qui ne m'avait jamais vu, et un soleil de fin d'après-midi qui faisait briller les bougainvilliers comme si de rien n'était. J'ai fait demi-tour, j'ai remonté l'allée, j'ai refermé doucement le portail derrière moi, j'ai remonté sur le cyclomoteur, j'ai roulé pendant 2 heures, sans destination. Le soleil baissait sur la mer d'Andaman. Je me suis arrêté sur la plage de Railay, au pied des grandes falaises de calcaire. Je suis descendu, j'ai marché dans le sable, j'ai retiré mes chaussures, je suis entré dans l'eau jusqu'aux genoux. L'eau était tiède. Elle avait le goût exact des étés de mon enfance à Saint-Brieuc, quand mon père vivait encore, et que la mer ne nous avait pas encore tout pris. J'ai pleuré, là, pour la première fois depuis 3 ans. J'ai pleuré comme un vieux marin pleure, sans bruit, en regardant droit devant. J'ai dormi cette nuit-là, dans un petit bungalow loué en bord de plage. Le lendemain, j'ai téléphoné à Yannick, je lui ai dit que j'étais vivant, que je rentrais, que je voulais rentrer à Brest et ne plus jamais en repartir. Le combat judiciaire qui a suivi mon retour en France a été long, technique, frustrant. Maître Vaugrenard, infatigable, a coordonné les démarches entre Paris, Bangkok et Krabi. Elle a fait jouer la pression diplomatique. L'affaire a été reprise par un nouveau magistrat thaïlandais, plus jeune, moins lié aux notabilités provinciales du Sud, et qui avait à cœur de redorer l'image de la justice de son pays auprès des partenaires européens. L'enquête a été rouverte. Les pièces techniques ont été réexaminées. Le rapport du médecin légiste qui m'avait opéré de l'épaule a été produit et traduit. Un nouvel interrogatoire de Cheyenne a été ordonné. Lors de sa garde à vue prolongée, confronté aux relevés bancaires d'Apigna, aux photographies du détective privé engagé par Yannick et au témoignage d'un voisin qui avait vu sa voiture devant la mangrove la nuit du crime, Cheyenne a fini par avouer. Il a tout dit, la liaison ancienne avec Apigna, la dette envers Niran, le plan monté par eux deux pour faire endosser le crime à un étranger fortuné dont la fortune leur reviendrait par voie d'héritage indirect, via la propriété mise au nom de son épouse. La dose de somnifère diluée dans l'alcool de riz que j'avais bu le soir du crime, la manière dont Apigna avait elle-même prélevé mon couteau de pêche, mes fibres textiles, ma casquette. Apigna a été arrêtée 3 semaines plus tard, son procès a duré plusieurs mois. Elle a tenté de plaider la manipulation, la pression de Cheyenne, la peur. Le tribunal ne l'a pas suivie. Elle a été reconnue coupable de complicité d'homicide volontaire et de dénonciation calomnieuse aggravée. Elle a été condamnée à 25 années de prison. Ma condamnation a été officiellement annulée. La justice thaïlandaise a reconnu l'erreur. Après plusieurs mois de négociations diplomatiques, j'ai reçu une indemnisation de l'État thaïlandais correspondant à l'équivalent de 110 000 €. C'était peu au regard de ce que j'avais perdu. C'était symbolique surtout. Mais Maître Vaugrenard m'a expliqué que c'était l'une des premières fois qu'un étranger emprisonné à tort obtenait une telle reconnaissance officielle. La villa, elle, est restée perdue. Elle avait été placée sous séquestre judiciaire au moment de l'arrestation d'Apigna, puis vendue par les autorités. Le produit de la vente a été en partie versé à la famille de Niran Suksawat en réparation civile. Je n'en ai rien réclamé. Je ne voulais plus rien qui vienne de cet endroit. Sur les 480 000 € que j'avais en partant pour la Thaïlande, il me restait, une fois toute la procédure terminée, environ 220 000 €. Cela suffisait pour vivre simplement à Brest jusqu'à la fin de mes jours. Je me suis installé dans un petit appartement avec vue sur la rade militaire, à 10 minutes à pied de chez Yannick. Mon fils, qui s'était mis en couple entre-temps avec une infirmière brestoise, venait dîner chez moi 2 soirs par semaine. Sa compagne m'a accueilli avec une gentillesse simple, sans questions, sans regard en coin. Je crois qu'elle savait mon histoire, Yannick avait dû la lui raconter, mais elle m'en a jamais parlé, et je lui en ai été infiniment reconnaissant. Mon corps, lui, n'avait pas pardonné. 3 années d'incarcération, dont la moitié dans la chaleur étouffante de Klong Prem, avaient laissé des traces. J'avais perdu plus de 15 kilos.
Mon épaule blessée s'était rigidifiée davantage. Et surtout mon cœur. Les médecins de Brest m'ont diagnostiqué une insuffisance cardiaque modérée, sans doute aggravée par le stress prolongé et les conditions de détention en Asie. Je prends aujourd'hui plusieurs comprimés par jour. Je marche lentement. Je dois m'asseoir souvent. Mais je marche. Je suis allé voir un psychologue à Brest pendant 2 ans. Une femme calme, méthodique, qui m'a aidé à démonter pièce par pièce les rouages de la manipulation dont j'avais été l'objet. Elle m'a expliqué que la lenteur même de la séduction d'Apinha, l'absence apparente de demande financière au début, le respect ostensible pour mon code d'honneur de marin breton, tout cela faisait partie d'une stratégie froide et patiente, le type même de la manipulation à long terme exercée par des prédateurs émotionnels expérimentés. Elle m'a dit que j'avais pas été stupide, j'avais été ciblé, j'ai mis longtemps à accepter cette idée. Pendant des mois, je me suis répété que j'aurais dû voir, que les signaux étaient là. Le carnet bleu trop bien tenu, les frères trop silencieux le jour du mariage. La phrase d'avertissement d'Apinha elle-même au moment de la demande en mariage, la présence trop fréquente de Cheyenne, la traduction systématique des conversations, tout cela, je l'avais sous les yeux, je l'avais pas voulu voir. Aujourd'hui, je l'accepte. Je n'étais pas un imbécile. J'étais un homme seul, fatigué de la mer, qui rêvait d'un peu de chaleur, d'une présence calme et silencieuse à ses côtés, et qui a payé son rêve au prix le plus fort que je connaisse. Yannick et moi parlons souvent désormais de choses simples, du temps qu'il fait, des sorties de pêche qu'il prévoit pour sa prochaine campagne. Parfois, nous parlons aussi d'avant. De Saint-Brieuc, de sa mère, de mon père. Catherine est venue me voir une fois, environ 1 an après mon retour. Elle a sonné à ma porte un matin, sans prévenir. Elle est entrée, elle a bu un café avec moi. Elle ne m'a rien reproché. Elle m'a simplement dit, avant de partir, « Laurent, je suis contente que tu sois vivant. C'est tout. » Je crois que c'est la phrase la plus généreuse qu'elle ait pu me dire. Si je raconte aujourd'hui mon histoire à des inconnus qui m'écoutent depuis l'autre bout du monde, c'est pas pour qu'on me plaigne. J'ai plus besoin de pitié. Je n'en veux plus. Si je raconte cette histoire, c'est pour 2 raisons. La première, c'est pour les hommes de mon âge qui partent dans le sud thaïlandais en pensant qu'ils vont y trouver une seconde jeunesse, un amour neuf, une vie simple et tendre. Le sud thaïlandais peut être tout cela, oui. Il l'est pour beaucoup de gens honnêtes. Mais il peut aussi être un territoire de chasse pour des prédateurs patients, organisés, sans cruauté apparente mais sans aucune limite. La douceur peut être une arme, le silence peut être une stratégie, la lenteur peut être un piège. Méfiez-vous des femmes qui ne demandent rien. Méfiez-vous des amis d'enfance qui sont toujours là. Méfiez-vous des biens immobiliers que la législation vous oblige à mettre au nom d'un autre. Méfiez-vous surtout de vous-même, de votre besoin d'être aimé, de votre orgueil silencieux d'homme mûr qui se croit trop solide pour tomber. La deuxième raison, c'est pour les fils. Les fils des hommes qui sont déjà partis. Ne lâchez pas votre père, même s'il fait des choix que vous ne comprenez pas. Même s'il vous fait honte, même s'il s'enferme dans son silence. Cherchez, allez voir, posez des questions, engagez quelqu'un sur place s'il le faut. Si Yannick n'avait pas cherché pendant 2 ans sans que je le sache, je serais probablement mort aujourd'hui, soit en prison française d'une crise cardiaque, soit à la sortie sans personne pour me ramasser. Yannick m'a sauvé la vie. Pas 1 fois, 3 fois. La première en refusant de me croire coupable. La deuxième en engageant ce détective. La troisième en me tendant la main par-dessus la table du parloir, le jour où il m'a montré les photographies. 3 gestes silencieux d'un fils qui n'avait pas oublié d'où il venait. Quand je marche aujourd'hui sur les quais de Brest, dans le vent humide de l'Atlantique, je pense parfois à la mangrove de Krabi. Je pense à cet homme, Niran Suksawat, que je n'ai jamais rencontré et dont la mort a pourtant coûté 3 ans de ma vie. Je pense à sa famille. Je pense à la petite fille de 2 ans qu'Apinha tenait dans ses bras le jour de mon retour. Cet enfant n'a rien demandé. Elle grandira en Thaïlande sans sa mère, qui purge sa peine, et probablement sans son père, qui purge la sienne. Pour elle, je ne ressens ni colère ni amertume, seulement une tristesse calme. Elle est, comme moi, une victime collatérale de leur amour. Apinha m'a écrit 1 fois depuis sa prison. La lettre m'est parvenue à Brest il y a un peu plus d'1 an. 3 pages, soigneusement écrites, dans un français correct, dans lesquelles elle ne demandait pas pardon. Elle ne demandait pas pardon parce qu'elle ne se sentait pas coupable, ou peut être parce qu'elle savait que je ne lui pardonnerais pas. Elle expliquait, elle racontait son enfance, la pauvreté de son village, sa première fugue à 15 ans, sa rencontre avec Cheyenne, leur amour, le sentiment qu'elle avait toujours eu de ne pas mériter une vraie vie. Et puis le projet, le plan, l'attente, et moi qui étais arrivé, parfait, prévisible, généreux, manipulable, j'ai lu la lettre 1 seule fois. Je l'ai mise dans un tiroir,
Je l'ai pas relue, je l'ai pas brûlée non plus, je saurais pas dire pourquoi. Sans doute parce qu'elle constitue malgré tout la dernière trace écrite d'une histoire qui a été la moitié de ma vie. J'ai pas répondu. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Je vis seul dans mon petit appartement de Brest, avec vue sur la rade. Je marche tous les matins, lentement, le long du port militaire. Je salue les pêcheurs qui rentrent au petit jour. Je bois mon café fort et noir, dans la même cafetière italienne que j'avais apportée à Aonang et que j'ai eu la précaution de récupérer dans mes valises avant la perquisition. Je relis parfois les vieux livres de bord de mes campagnes en Atlantique. Je téléphone à mon fils 2 fois par semaine. Je n'ai pas refait ma vie avec quelqu'un d'autre, et je ne crois pas que je le ferai. C'est pas par fidélité à un fantôme, c'est par fidélité à moi-même. J'ai donné une fois, je n'ai plus de quoi donner. J'ai écrit ce témoignage pour qu'il serve. Si une seule personne, en l'écoutant, se reconnaît dans les premières étapes du piège et choisit de se retirer à temps, alors mes 3 années perdues n'auront pas été perdues pour rien. Si un seul fils, en écoutant ce que Yannick a fait pour moi, décide de ne pas abandonner son père vieillissant à ses illusions, alors quelque chose de mon histoire aura survécu. Je m'appelle Laurent Beaupuy-Caradec, j'ai été capitaine de pêche pendant 26 ans, j'ai survécu à des tempêtes que d'autres n'auraient pas survécu, j'ai failli mourir en mer plusieurs fois, et je crois que la pire tempête que j'ai traversée, c'est celle qui a soufflé sans bruit, sans vagues, sans éclairs, dans le silence d'une terrasse en bois d'Aonang, le soir où j'ai commandé pour la première fois un verre à une femme qui s'appelait Apigna et qui souriait juste comme il fallait. Si vous écoutez encore aujourd'hui, c'est que vous avez tenu jusqu'au bout. Je vous en remercie. Et si mon histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, je vous demande une seule chose. Pensez à appuyer sur le bouton abonnement. Parce que d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres familles entières vivent en ce moment précis. Quelque part entre Krabi, Pattaya, Manille ou Ho Chi Minh Ville, le début de ce que j'ai vécu. Et ces récits-là, il faut continuer à les raconter. Tant qu'on les raconte, peut être qu'on en sauve quelques-uns. Merci d'avoir été là. Vraiment.